Alors, si la hausse des taux d'intérêt qu'on a largement évoquée sur Boursorama n'a pas d'impact, en tout cas pour l'instant, vraiment, sur les marchés boursiers, elle n'est pas sans conséquence sur certains secteurs qu'on va passer au peigne fin. Bonjour Xavier. Bonjour David. C'est Patrolin pour Albatros Capital. Juste, j'écoutais Jamie Dimon, c'est le patron de JP Morgan, sur Bloomberg, qui disait à propos des taux d'intérêt, des taux longs, qu'ils pourraient grimper beaucoup plus haut. Voilà, c'était la semaine dernière. Évidemment, sauf si évidemment, il y a une solution qui était apportée au conflit en Iran, et que le détroit d'Ormuz rouvrait, ça changerait évidemment l'équation. Mais c'est vrai que les taux, pour certains, les taux ont déjà beaucoup monté. Lui, il dit, c'est une voix qui est très écoutée quand même, oui, que ça peut encore monter. Il a souvent des propos prudents, si ce n'est alarmistes, depuis, j'allais dire plusieurs années, en tout cas depuis plusieurs trimestres. Les deux facteurs qui sont à l'œuvre, ça rejoint un peu l'interview précédente avec Jean-Pierre Petit. Il y a deux facteurs qui sont importants. Il y a la prime de risque politique, qui est l'héritage, au fond, du conflit russo-ukrainien et de ce qui est en train de se passer dans le Golfe Persique. Est-ce que c'est un phénomène purement transitoire ou est-ce que ça nous inscrit dans une démondialisation où on rajoute une prime de risque à un certain nombre d'actifs, y compris des actifs obligataires, régime d'inflation, moindre fluidité du commerce international. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième bloc, c'est ce qui est en train de se passer au Japon, enfin ce qui se passe au Japon depuis un peu plus d'un an. Au fond, qu'il y ait une normalisation. Le Japon sort d'une phase d'hibernation en termes de régime d'inflation. Le Japon était rentré en pré-déflation ou en déflation depuis la fin des années 90, ce qui a occasionné une courbe des taux tout à fait particulière, la fameuse position de carry trade qui fait que la finance internationale va chercher des refinancements sur la courbe des taux japonaise et va se financer sur du dollar. J'ai un passif en yens et je vais financer des actifs globalement en dollars. À partir du moment où le premier, donc au fond l'un des principaux créanciers du monde, le Japon, voit sa courbe des taux se déformer, se normaliser, avec un 10 ans japonais qui se rapproche, pas encore des 3%, mais qui en est plus très loin, qui a de mémoire de 6. Et 30% qui est à 4 ans, de 30 ans qui est à 4%. Non, voilà, il faut dire que la Banque centrale japonaise contrôle encore la courbe des taux jusqu'aux 10 ans. Donc quand tu regardes la courbe des taux japonaise, il faut la regarder de 0 à 10. Donc ça, elle est monitorée, intégralement pilotée ou quasi intégralement pilotée par la Banque centrale japonaise. Et puis à partir du 10 ans, c'est le marché. C'est le marché. Et donc ces deux facteurs qui sont à l'œuvre, la prime géopolitique et puis la position de normalisation de l'économie japonaise, normalement doivent contribuer à ce que décrivait Jean-Pierre Petit. Lui, il insiste pour que les taux réels baissent. Oui, mais le problème, c'est que la tendance probablement profonde... D'ailleurs, Jean-Claude Trichet, que tu interviews régulièrement sur ce plateau, tu peux reprendre tous les interviews qu'il a donnés depuis plusieurs années ici, tu le verras souvent redire, en évoquant le spectre d'une crise financière, en disant qu'il va y avoir un tendanciel de remontée des taux réels. Les taux réels, c'est une prime de risque par rapport. Et donc ça, c'est effectivement un facteur. Et donc Jamie Dimon est tout à fait dans cette perspective. Il considère que les courbes des taux... Donc il en reste beaucoup ou pas des marges de progression des taux longs partout dans le monde? Moi, je pense que oui. Je pense beaucoup, là, c'est difficile à dire, mais il y a une lente, au fond, beaucoup, il ne faut pas alerter nos auditeurs. Le 10 ans américain est à 4,6, 4,7, on dit que la zone de douleur, c'est 5% sur le 10 ans américain. Oui, peut-être un peu plus, oui. Il y a une lente dégradation, oui. Moi, ça, je ne crois pas à un retour arrière. D'accord ? On est sorti d'une période très particulière depuis Lehman Brothers. On a connu une phase de décrue spectaculaire depuis le début des années 80, où on avait un tendanciel de baisse des taux nominaux et baisse des taux réels. On a été en terra incognita en Europe avec des taux négatifs. Et aujourd'hui, on est reparti sur on a fait un premier jump ou un premier saut en passant en 2022, on est passé de 0 à 3. Depuis 2022, on yoyote, on n'en est pas très loin, on est à 3,60, 3,70, donc on a pris 70 points de base. Sur le 10 ans français. Je parle du 10 ans français, tu as raison. Mais Et depuis le début de la guerre, oui. Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, j'ai regardé en gros, c'est 50 à 60 points de base de hausse sur quasiment toutes les dettes souveraines de la planète, à 10 ans, que ce soit le Royaume-Uni, le Japon, la France, les États-Unis, l'Allemagne. Oui, c'est très intéressant, parce qu'au fond, elles ont été très corrélées aux anticipations d'inflation. Juste avant le début du conflit dans le Golfe Persique, on était dans des anticipations de baisse des taux.
notamment aux États-Unis. En Europe, il y avait une interrogation. Et puis, évidemment, le passage du baril de 60, 61 110. à 110 aujourd'hui, un peu au-dessus de 90, a modifié complètement les anticipations d'inflation et les anticipations sur les comportements des banques centrales. Donc, on a eu ce réajustement de 60 points de base. Mais c'est un réajustement. Et d'ailleurs, tu prenais les variations, c'était pas à mourir de rire, mais tu prenais les variations même au quotidien. C'est tout à fait spectaculaire. C'est-à-dire que tu avais le baril qui, durant la nuit, prenait 2, 3, 4, 5 dollars. Tu avais le marché obligataire qui variait, qui prenait quelques points de base sur les maturités 10 ans. Tu avais les marchés actions qui baissaient. Tu avais l'euro qui baissait contre dollar. Tout était bien réglé. Et l'or qui baissait. Là, depuis le début de la semaine, où on a une pseudo-espérance d'un accord de paix qui n'a rien à voir avec un accord de paix, qui est au pire un cessez-le-feu, tu as tout est en reverse. C'est-à-dire qu'on a les 10 ans à travers le monde qui ont perdu une dizaine, une quinzaine de points de base, même un peu plus sur le 10 ans français. On a l'euro qui a légèrement réapprécié contre dollar. On a le baril, lui, qui effectivement a perdu une dizaine de dollars par baril. Et l'or qui a commencé à se réapprécier, suivi de l'argent. Donc tu vois, ces phénomènes-là sont vases communicants. Après, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le point de cette vidéo, c'est de comprendre quels sont les secteurs qui sont les plus exposés, qui sont les plus sous pression en cas de remontée des taux. Quels sont les secteurs qui vont le plus trinquer? Les secteurs qui trinquent le plus, a priori, dans une phase de remontée des taux, j'ai enfoncé les portes ouvertes, c'est les sociétés ou les secteurs qui ont beaucoup de dettes, parce qu'elles ont potentiellement une charge financière qui va se dégrader. Inversement, les secteurs qui font de la production bancaire en ont profité. Mais au fond, il faut relativiser ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer est pour l'instant un épiphénomène. Ça s'est passé au cours de l'année 2022. 2022, c'est le passage de taux négatif du 10 ans, de 10 ans français au taux nul, à 3%. Là, il se passait au cours de l'année 2022, et l'année 2022 est une année de référence, aux États-Unis comme en Europe. Les secteurs de croissance, les valeurs technologiques ont souffert, le secteur bancaire, lui, en a profité. Alors, le secteur bancaire se portait bien aux États-Unis, il a continué à bien se porter, mais en Europe, on a eu le réveil du secteur bancaire qui était encalaminé dans un espèce de purgatoire depuis Lehman Brothers. Et là, on a vu des réveils, Société Générale, enfin tout le secteur bancaire, les assureurs. À l'inverse, ces sociétés qui portent de la dette, elles sont plus sensibles. Les valeurs de croissance, ça dépend. Il y a des phénomènes. Alors évidemment, il y a le VMH, mais c'est tellement atypique LVMH dans son statut, puisque c'est indexé sur la consommation chinoise, c'est très, très particulier. Mais évidemment, les valeurs de croissance, elles ont traditionnellement des primes de risque faibles, quasiment pas de dette ou très peu de dette, ou elles sont cash positifs en général. Donc ce sont des valeurs qu'on actualise là de manière extrêmement régulière avec un taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, on prend le 10 ans et puis une prime de risque qui est très faible. Quand tu as un taux 10 ans qui est à zéro, une prime de risque qui est très faible, tu peux avoir une actualisation spectaculaire. Donc dès que tu vas modifier le taux d'actualisation, le taux 10 ans, tu le passes de 0 à 3, ça a un impact. À l'inverse, sur des valeurs très cycliques, un impact négatif. À l'inverse, sur les valeurs cycliques qui ont des primes de risque élevées, l'impact est moindre. Donc tu vois, en termes relatifs, les sociétés qui ont des ratios élevés sont plus attaquées que lorsque tu as une réappréciation de l'obligataire que les sociétés qui ont des primes de risque élevées, je ne parle pas des ratios, et elles qui absorbent Donc finalement, en dehors des banques et des assureurs, la remontée des taux impacte les foncières, impacte moins ce qu'on appelle les valeurs défensives, qui sont cash positives, qui sont sur des secteurs... les valeurs de conso, le secteur auto, ça c'est pas bon. Le secteur auto, lui, il est sensible parce que le secteur auto, un constructeur est systématiquement adossé à une banque de financement, puisque tu n'achètes rarement ta voiture cash, tu l'achètes avec un crédit associé. Donc il y a un impact qui est là, qui est défavorable. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est quand même que les marchés actions, en Europe en tout cas, n'ont jamais ajusté les primes de risque. C'est-à-dire que le taux d'actualisation qu'ils appliquaient lorsque les taux étaient à zéro, les taux de financement des États français, allemands étaient à zéro, le taux d'actualisation est resté à 6%. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais considéré que c'était un régime normal. Ils ont toujours considéré que c'était un régime transitoire. Et donc aujourd'hui, le passage du 10 ans français de 0 à 3 a été complètement absorbé par ce taux d'actualisation. Donc là, aujourd'hui, on a un taux d'actualisation sur les marchés actions qui est aux alentours de 3 ou légèrement inférieur à 3.
Donc pour l'instant, tout va très bien. Après, on finit là-dessus, on regarde secteur par secteur, mais après on se dit que jusqu'à présent, même aux États-Unis, avec un indice américain 4,6 ou 4,7, ça n'a pas fait trébucher les marchés actions. Non, parce que entre 0 et 10% de hausse. Mais parce que là, tu as quelque chose qui permet d'enjamber tout ce grand maelstrom qui est évidemment la vague d'intelligence artificielle. Et on voit que ça ne gêne même pas en termes de production bancaire, en termes de certaines sociétés où on commence à avoir des difficultés pour financer les fameux data centers. On voit qu'il y a des interrogations sur la dette privée. On voit qu'il se passe quand même un certain nombre de choses. Mais pour l'instant, le marché a complètement enjambé ce mouvement, cette réappréciation des marchés obligataires, parce qu'il a en face, il a en perspective une vague de productivité, de croissance, d'espérance qui lui permet. Mais traditionnellement, lorsque tu as un mouvement obligataire, une remontée des taux, c'est en général défavorable aux valeurs technologiques. Ça l'a été en 2022. Mais aujourd'hui, ça ne l'est pas parce que tu as une énorme carotte, enfin plus qu'une carotte, un champ de carottes, si j'ose dire, qui est tellement gigantesque que les marchés enjambent ce phénomène. Mais retenir qu'au fond, quand on a une tension obligataire, ce sont évidemment, j'enfonce c'est une palissade, ce sont les sociétés qui ont de la dette, donc remonter des taux, c'est remonter de la charge financière, ça peut être même difficulté dans ses refinancements. Il ne faut jamais oublier que le financement, il y a des flux, et donc voilà, ça joue. Actuellement en Europe, il n'y a pas tellement d'inquiétude, la production bancaire continue à croître sur un rythme de 3 à 4%, 4%, bon, un peu moins de 4% pour les corporates. Avec des taux de défaut qui sont maîtrisés. Voilà pour l'instant. C'est ça l'interrogation et c'est ça qu'il faut suivre sur le secteur bancaire. Le secteur bancaire, lui, a bénéficié de ça. Quand tu vois ce qu'on appelle les price to book, les prix sur actifs nets du secteur bancaire, en 2022, on est en France par exemple, on a des décodes de près de 60% sur l'actif net et aujourd'hui, on a des décodes de 15%. On a des PE qui sont passés, alors qui étaient de 2, 3, c'est absurde de valoriser une banque sur un... Moins que c'est propre. Oui, largement, oui. Je sais, largement. Et aujourd'hui, les price earnings ou les ratios de valorisation ont été multipliés par 2 ou par 3. Donc là, pour les secteurs bancaires, ça joue puisque tu as la position de transformation. Tu te finances taux court, tu refinances taux long, donc la pente, tu bénéficies de la pente. Par contre, voilà, dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, il faut voir la charge du risque. Ah, bah, évidemment. Et donc, si tu as une remontée des taux, si la BCE s'énervait, tapait du poing sur la table, je ne sais pas, puis que ça impactait les coûts de refinancement de l'économie européenne, à moyen terme, il y aurait un impact sur la charge du risque, et donc ça altérerait un petit peu, en tout cas, le PNB et le résultat des secteurs bancaires. Donc, toujours avoir ça en tête. Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital. Merci Xavier. Merci David.